Alors, vous voyez que notre invité suivant est un Breton ayant jeté l'ancre en Provence et un colosse de la cuisine. Il a écumé les cuisines de Palace durant ses années de formation et en 2015, il reprend les rênes de Lousteau de Baumanière, où il se révèle d'une créativité fulgurante et pousse toujours un peu plus loin les limites du goût, explorant les confins de l'expérience du repas, de sa vaisselle ad hoc jusqu'à ce fameux caillou d'assaisonnement. C'est aussi l'une des figures les plus connues de son métier par le grand public, Chef Viel, Glenn de Star. Il vient accompagné de la mémoire vive de Lousteau de Baumanière, cuisinier propriétaire des lieux. Alors, vous allez voir qu'il a voulu une disposition un peu particulière, une conversation avec vous. On va s'installer au premier rang. Mesdames et messieurs, Glenn Viel et Jean-André Charial. Bonjour Jean-André. Ici, par exemple, ça vous irait? Attention au câble là, voilà. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors je disais Glenn, quand on a parlé, tu m'as dit j'ai pas envie de cuisiner parce que c'est frustrant de cuisiner en temps limité et j'ai envie d'une rencontre avec le public parce que parfois l'histoire est plus importante que la recette. Non mais l'histoire est toujours plus importante que la recette. La recette ça endort les gens, l'histoire c'est beau, on la retient longtemps. Voilà, c'est ça, elle est mémorable. Alors et cette histoire qu'on va raconter, c'est évidemment celle de Lousteau de Baumanière, passé, présent, peut-être aussi futur. Avec vous, Monsieur Charial. Je suis plutôt le passé. Toi, c'est plutôt le passé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est le présent encore, le lieu. Non, c'est le présent, effectivement. Le passé, c'est votre grand-père, non, je crois? Le passé, c'est mon grand-père qui a commencé il y a 80 ans. 80 ans. Donc en 1940, enfin 80, il a acheté la maison en 44, il a ouvert le restaurant en 1945. Ok. Et voilà, donc je dis toujours que c'était le premier relais château du monde. Pas dans l'effet de chaîne de la chaîne des relais, mais c'est le premier endroit, en l'écart des axes routiers, où il y avait une qualité de cuisine, une qualité d'accueil, des chambres confortables, des jardins, des piscines, etc. Et c'est inscrit dans le nom du lieu, Baumanière, c'est les belles manières, quoi. C'est l'art de vivre au pluriel. C'est l'art de vivre au pluriel. Parce qu'avant la guerre, il y avait des endroits où on mangeait bien, comme chez Dumaine ou à Saulieu, ou chez Point-Vienne, mais c'était sur la Nationale 7. C'est-à-dire qu'on voyait passer les camions toute la journée devant les fenêtres. Donc là, un endroit à l'écart, comme ça, où il y avait cette qualité de cuisine et ce charme, ça n'existait pas. Donc c'est le premier. Bon, il a eu assez vite du succès. Hein. Je fais vite l'histoire. C'est 49, une première étoile de guide Michelin, 52, une deuxième, 54, une troisième. Ouais, et moi, je suis arrivé en 69, donc il y a 55 ans. D'accord. Et donc, dans les années 40 et 50, Lousteau de Baumanière, c'est un restaurant de cuisine provençale moderne à l'époque? Non, c'était un restaurant. Mon grand-père habitait Lyon. Sa mère avait un buffet de gare. Il avait le buffet de la gare de Privas en Ardèche. D'accord. Et lui, il avait fait une carrière dans les assurances à Lyon. Et donc, c'était une cuisine très lyonnaise, en fait. L'inspiration. Quand je suis arrivé, j'ai un peu changé. Ouais. Oui, on est plus provençal. Oui, parce que rappelons que c'est évidemment sur un éperon rocheux des Baux-de-Provence, un des plus beaux villages de France, dans les Alpilles. Absolument. Avec toute la richesse naturelle, agricole. C'est très minéral, hein. On est dans les rochers. Ouais. Les oliviers et la vigne. Et donc quand vous reprenez dans les années 60, 70 70, oui. 70. Enfin, je suis arrivé en 69, mais mon grand-père, j'ai travaillé avec mon grand-père pendant 20 ans. Il est mort en 90. Et vous donnez un tour plus provençal à cette cuisine, parce que c'est aussi la cuisine du temps, la cuisine provençale. C'est parce que, oui, parce que on n'est pas de la même époque. Il avait connu la guerre de 14, la guerre de 40, 45. Donc on a envie, on a eu des rationnements, on ne trouve pas tous les aliments, on a eu faim. Donc c'est une cuisine très généreuse, etc. Et moi, souvent, il me disait, mais c'est pas assez riche ce que tu fais, mon petit, parce qu'il m'appelait mon petit. Pas assez riche, rajoute de la crème, rajoute des œufs, rajoute du beurre, rajoute, etc. Ce que je ne faisais pas, bien sûr. Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant. Pourtant, la cuisine au beurre, c'est la meilleure. Voilà, donc, si vous voulez, moi j'étais très légumes. Ouais. Donc en 87, j'ai fait pour la première fois un menu totalement de légumes, sans viande et sans poisson. Ouais, d'une grande modernité, quoi, mais avant-gardiste. J'étais un peu en avance à l'époque. J'étais le seul et le premier. Et depuis 1987, il y a toujours eu un menu de légumes à Lousteau. Voilà, et quand j'ai embauché Glenn il y a bientôt 10 ans, là, je lui ai dit on continue les légumes, ça je ne veux pas l'enlever. Alors justement, parlons de cette arrivée. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas et surtout qu'est-ce qui vous a fait rencontrer Glenn Viel et vous dire c'est le cuisinier qu'il faut pour cet endroit-là?
C'était le moins cher, monsieur Charel. C'était le moins cher du marché? Ah bon, d'accord. C'était 2 pour le prix d'un. Ce qui s'est passé, c'est que avant c'était moi le chef. On m'avait proposé, j'ai failli être président d'Herlé Château, et à l'époque, je m'étais dit que si j'étais président, il faudrait que je trouve quelqu'un de solide à la cuisine. Je ne pouvais plus rester dans ma cuisine. Et bon, j'ai embauché quelqu'un, ça n'a pas fait l'affaire, donc j'ai dû m'en séparer au bout de 3 ans, et à ce moment-là, j'ai cherché quelqu'un d'autre. Et voilà, et un jour, j'ai eu un défilé important de gens qui voulaient absolument cette poste de chef. Et aucun ne me convenait. Et puis un jour, c'est Thierry Nédu, qui est le patron de la Chèvre d'Or à Est Village, qui m'a proposé, il m'a dit, tiens, j'ai peut-être quelqu'un pour toi. Et voilà, donc j'ai appelé Glenn, il était à Bora Bora. Il est arrivé tout de suite. Ah, il n'était pas la porte à côté, ouais. Non, effectivement. Et voilà, on s'est mis d'accord. Je lui ai demandé de me faire la cuisine. Il m'a fait un truc improbable que j'ai adoré. Et voilà. Alors pour vous dire la vérité, je ne savais pas que 10 ans après, on en serait là aujourd'hui, mais c'est... L'histoire s'est écrite comme ça. L'histoire s'est écrite comme ça et j'en suis très content. Bon, et toi Glenn, la première fois qu'on t'appelle, que tu visites Lousteau de Beaumanière, est-ce que tu connaissais les lieux d'abord? Ouais, je connais, c'est un endroit mythique, hein. C'est un peu le Real de Madrid, hein. C'est un peu le Ritz provençal, si vous voulez. C'est une maison que tout le monde connaît, 80 ans d'histoire, enfin en tout cas l'année prochaine, donc grosse fiesta l'année prochaine. Hein. Et donc, ouais, une maison historique, mais j'avais... Pensez à moi, je vous laisse mon mail. Ok. On a vu que tu mangeais bien. Hein. Ah. Va falloir prévoir du stock. Ma grand-mère, moi, vaut mieux m'acheter un costard que m'inviter à dîner. Ouais, faut t'avoir en photo qu'en pension. Donc voilà, ouais, maison mythique que bien sûr toute la profession connaît. Et c'est vrai que M. Charel m'appelle et je suis pas forcément chaud d'ailleurs au début moi. C'est vrai que Parce que un peu intimidant. Ouais, je sais pas. Ta région. Presque j'avais envie de recommencer à zéro sur une maison avec peu d'identité. Ouais. Enfin ça me dérangeait pas en fait. Et je croise M. Charel, on en discute après mon retour de Bora Bora. Et puis finalement, il me fait visiter le lieu et moi. Je dis toujours, quand je rentre dans cette maison pour la première fois, je fais 2 mètres dans la salle et j'ai des frissons. Et je suis avec Loël, qui est encore avec moi en cuisine aujourd'hui, 10 ans après, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Et je me retourne et je lui dis, on va faire un truc ici. Tu l'as senti? Ouais, je l'ai senti, mais je n'avais pas commencé à travailler. Okay. Et effectivement, on ne s'est pas trop trompé, parce que la maison est fabuleuse, l'histoire est dingue. C'est un endroit fantastique où on peut s'exprimer pleinement. Et cette maison m'a permis de me trouver dans un style culinaire que je ne connaissais pas à l'époque. D'accord. Le mien, hein, mais je ne m'étais pas trouvé encore. Oui, j'arrive, j'ai 35 ans, j'ai 2 étoiles, mais mon univers culinaire n'est pas tracé, il n'est pas ficelé. Donc la maison t'a révélé à toi-même en quelque sorte. Ouais. En fait, le style est plus important que l'orientation que vous prenez. C'est-à-dire que moi, je suis breton, même si on est en province et que c'est une maison provençale. Je fais aussi une cuisine bretonne parce que je raconte mes histoires. Et mes histoires sont provençales, mais elles sont aussi bretonnantes. Mais il a fallu pour ça que je crée mon style. Comment je fabrique les choses et pourquoi et comment. Et on s'était dit, surtout en arrivant avec tous mes gars, parce qu'on n'est pas arrivé seul, on est arrivé avec des gars, qu'est-ce que la cuisine française n'a pas encore travaillé. Et on a commencé à développer toute la partie psychologique. Et donc ça nous a emmenés sur des chemins hyper intéressants, incroyables. Oui, parce que je disais tout à l'heure, tu pousses l'expérimentation très loin, la place de Louis par exemple dans le repas. En fait, non mais ça, j'ai essayé de comprendre en fait comment on pouvait percevoir. Par exemple, une recette c'est bien, les histoires sont plus belles. Dans une recette, il y a 2 choses qu'on ne maîtrise pas, il y a 2 ingrédients qui changent, la personne qui fait la recette et la personne qui déguste le plat. C'est-à-dire qu'un ingrédient, selon le souvenir que vous en avez avec, il va être émouvant ou pas. Et ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc moi, je dis toujours que la cuisine, c'est 60% de goût, 30% de psychologie, 10% de hasard. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Si vous venez le matin, si vous venez le soir, si vous venez pour du business, si vous avez bien dormi, si vous avez mal dormi. Ouais, si vous êtes engueulé avec votre femme. Ouais. Ouais. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise vraiment pas. Parce qu'en littérature, on appelle la théorie de la réception. C'est cette théorie qu'un livre n'existe pas s'il n'y a pas de lecteur. La cuisine, elle n'existe pas s'il n'y a pas un mangeur. Ben, je pense que chaque restaurant a son public, bien sûr. Je crois que c'est important de se sentir bien dans une maison. Et je suis content aujourd'hui parce que les gens, finalement, même si on est resté dans un registre provençal, on fait une cuisine d'aubergiste. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une cuisine de poudre aux yeux. Voilà, ici, quand vous rentrez à Beaumanière, c'est beau dans sa simplicité. Beaumanière, c'est pas imposé au beau, il s'est intégré. On fait partie du lieu. Et dans ma cuisine, j'essaie de faire pareil. J'essaie de faire une cuisine qui colle au lieu. Donc c'est pour ça que le style est plus important que le produit qui viendrait de Méditerranée ou d'Atlantique. C'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est d'avoir une justesse et une cohérence à travers un style et des murs. Est-ce que tu veux qu'on voit une petite vidéo que tu as fait avec le cœur des chefs où justement on montre l'un de tes plats, le choc des titans. Peut-être qu'on peut la lancer tout de suite et on la commande derrière. Ouais, bien sûr.
Monsieur Charial m'a dit, ici, le petit pois, c'est le caviar vert. Et donc, je me suis dit, on va l'associer au caviar, on va voir ce que ça donne. Et ça marche bien. Ça marche bien, surtout quand je crois qu'on a des petits pois ici, avec un terroir qui est propice, en tout cas, aux petits pois, parce qu'on a des petits pois magiques. Ils sont juste dingues. Franchement, moi, quand je les ai mangés pour la première fois, j'ai l'impression que c'est la première fois que je mangeais des petits pois. Donc, c'est le caviar de Beaumanière. Donc, il est cultivé ici, comme certains de nos légumes. Pas tout encore, mais on travaille pour que dans 3 ans, on soit, je dirais, presque autonome sur les garnitures de nos plats. Donc, ce plat s'appelle le combat des titans. Quelques petits filaments de menthe. Donc c'est très, très sympa dans le petit pois, c'est très sympa. On n'en met pas beaucoup. On en met 2, 3. Pas plus parce que l'idée c'est pas de se dire tiens il y a de la menthe. C'est de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas de la menthe. C'est presque de penser que le petit pois est mentholé naturellement. Voilà, c'est une suggestion. C'est pas une affirmation. La petite boule d'Alban là, bon bah on a bien compris à la forme et du caviar et du petit pois. Et le fait d'avoir cette hauteur et finalement ce bassin nous donne l'envie de le manger de façon très subtile. Et finalement je pense que c'est nécessaire à ce plat, les petits pois, le caviar, on est dans la minutie, on est dans la bijouterie, dans l'orfèvrerie. Et l'idée c'est que vous le mangez comme ça, au compte-gouttes quoi. Presque à la fin vous pouvez me dire combien il y a de grains de caviar et combien il y a de grains de petits pois. Et donc si vous le mangez dans un autre plat, presque vous allez le manger comme ça. Et vous n'allez pas prendre le temps de comprendre en fait. Et vous allez passer à travers. Quelques petits morceaux de pommes de terre. Ça c'est juste pour apporter une résonance. Hein, la boîte crânienne, c'est une espèce d'instrument de musique presque. C'est une boîte de résonance. D'ailleurs, ce serait intéressant un jour de faire un plat avec les oreilles fermées comme ça. On peut s'apercevoir si on fait ça, en mangeant le même plat, avec le même jeu de texture, on peut s'apercevoir qu'en faisant ça, la texture prend le pas sur le goût. Parce que ça résonne tellement, qu'on est tellement pris par le son, que le goût devient presque annexe. Donc c'est intéressant de travailler sur les textures, mais il faut faire attention, parce qu'une texture peut prendre vraiment le pas sur un goût. Donc il faut le doser avec parcimonie aussi. Voilà, que je vais chercher tout de suite, je reviens. Et du coup j'aime bien parce que, regarde, touche-toi, regarde, touche tout partout. Il a le même... apparemment c'est croustillant, mais tu vois, il n'y a pas d'endroit où il y a une différence de... Il est hyper régulier en fait, il est hyper homogène, ce qu'on n'avait pas avant. On avait des endroits où il y avait plus de... Ouais, exactement, mais là, t'as vu, il est tout... Et j'adore ce côté... Ouais. Du coup, on le cuit en direct comme ça dans la poêle et c'est génial. Le combat du titan, voilà. Glenn, ça c'est un plat que tu fais en ce moment, que tu as fait là au On le fait au printemps? printemps quand on a les petits pois. Hein. Voilà, c'est vrai que je suis arrivé, M. Charles me dit, ici c'est le caviar vert. Hein. Oui, je lui ai dit que c'était les meilleurs petits pois du monde que j'avais. Là. On les ramasse tout petits. Ça se mange pratiquement cru. Voilà, donc, après... Pas quasiment, on les cuve vraiment pas, ils sont complètement... On les tamise, on a fait un tamis à la dimension souhaitée. On tamise nos... Ah, tu fais de l'orpaillage de... C'est presque ça. En fait, on se rend pas compte que des fois, par exemple, quand on fait les haricots verts, quand on les prend de la taille d'un cure-dent, on en ramasse 10 kilos pour en garder 500 grammes des fois. On se rend pas compte de ça. Et le petit pois, c'est exactement pareil. On va le calibrer pour avoir un petit pois avec une peau très légère et une sucrosité qui est incroyable. D'où l'espèce de combat de titan entre la salinité du caviar et du petit pois. Et cet équilibre, il est génial en fait. Il est incroyable. Et d'ailleurs, il y en a un qui gagne sur l'autre, mais avec légèreté et subtilité, ce qui est incroyable. Et ce qui est beau dans ce plat aussi, et qui paraît anodin comme ça, c'est le blinis. Nous, on fait un accord mets-pain depuis maintenant 7-8 ans. Et ce blinis, en fait, on a trouvé une méthode, qui est une méthode finalement toute bête. C'est-à-dire qu'on fait pousser le blinis directement dans la poêle. On ne fait pas pousser dans un cul de poule. On a acheté 50 petites poêles et on fait pousser l'appareil directement dans la poêle. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le premier blinis, quand on le faisait pousser dans un cul de poule, il est beau. Très bien. Le deuxième, il est beau. Le troisième, un peu moins beau, et ainsi de suite. À la fin, vous arrivez, vous avez une crêpe. Parce qu'on vient casser la fermentation. Et du coup, on a un blinis qui n'est pas régulier. Sauf que là, on pèse chaque casserole avec l'appareil, on met ça à pousser sous le four,
et on pose délicatement la poêle directement sur le feu, ce qui nous permet d'avoir des blinis épais comme ça, on voit même à travers. C'est un secret que j'aurais jamais voulu vous dire, mais je le dis quand même. Voilà. Mais ça fait une vraie différence, vous allez voir si vous faites l'essai pour les cuisiniers, les cuisinières, vous allez voir qu'il y a un blinis qui est hors norme, franchement. Ouais. Et des fois les gens me le disent, je suis content parce que le pain c'est un peu on le mange dans le monde entier, on cultive du blé, etc. C'est important et à la française c'est très important. Et ce blinis, et pour moi, est devenu incroyable. Donc on développe des choses qui se voient pas, mais qui se ressentent. La cuisine, c'est pas une démonstration. La cuisine, c'est un ressenti. Aujourd'hui même, alors qu'on n'était pas au service avec M. Charles, puisqu'on était dans le train pour venir vous rejoindre, on a fait un plat, par exemple, qui est moche. Ça, tu travailles beaucoup la laideur, c'est à la place. Je pas la laideur, mais je le mets. Ça fait partie de la psychologie. Oui, bien sûr. Avec des produits que vous n'aimez pas forcément. La totalité de l'expérience de ce que c'est Carpa. Par exemple, un travail que tu mets en œuvre à Lousteau, c'est comment la vaisselle conditionne la manière de manger. Là, tu disais cette vaisselle haute t'oblige à une dégustation grain à grain, et c'est le contraire de un plat à soupe où tu manges à la cuillère. Il y a des plats ça conditionne. Ouais, il y a des plats qui n'ont pas le même goût, évidemment, selon les récipients, c'est vrai. On a fait la démonstration, pas surtout. Et c'est pas juste de la déco, je veux dire. Ça a une incidence directe sur la manière d'ingurgiter le plat, de le goûter, de le savourer. Bien sûr, c'est important. Et pour revenir sur la psychologie, c'est un plat. En fait, pour expliquer ça à mes gars, en cuisine, je parle toujours de la fleur qui est belle. Vous savez, cette belle fleur ouverte, quand vous mettez le lait dedans, qui sent rien du tout. Qu'est-ce que ça vous apporte? Une déception. À l'inverse, une fleur qui serait fanée, qui sent bon, ça apporte une surprise. Et qui n'a pas dit une fois dans sa vie, sent comme elle sent encore bon. Et c'est important parce que ce qui reste d'un restaurant, 10 ans après, ça ne sera jamais l'esthétique d'un plat. Ça sera toujours un goût. Et comme une bouteille en cave, elle va s'embellir au fil des années. C'est-à-dire que le souvenir que vous avez d'un restaurant, de bonheur, 10 ans après, vous en parlez encore avec plus de bonheur. Et c'est ça qui reste dans les têtes des gens. Le goût, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bernard Loiseau. Il avait bien raison. Donc on a fait un plat qui est moche parce qu'on élargit la perception d'un visuel à un goût. C'est-à-dire qu'on vous donne du vilain avec des plats que vous n'avez pas mangé. Carottes bigorneau, ça fait rêver personne sur le papier. D'ailleurs, si c'était à la carte, vous ne le prendrez pas. Je pense qu'on ne le vendrait pas. Et sauf qu'en fait, comme il y a un différentiel entre ce que vous attendez et ce que vous allez avoir, ça crée des surprises. Et les gens me disent, mais c'est fou ce plat, il est incroyable, alors que vous ne l'aurez pas choisi. D'où l'avantage aussi de proposer des menus. Quand on vient chercher une expérience, je pense que le menu est plus fort que la carte. Et je pense qu'il y a des gens qui nous disent, ah, on aime bien choisir. Si vous voulez choisir, si vous voulez être rassuré, allez manger dans un restaurant style d'ailleurs bistronomique ou peu importe, un brasserie. Choisissez une entrecôte frite bernaise, ça suffit à faire plaisir normalement. Là, vous venez chercher, je pense, une idée, une philosophie, et de temps en temps, on doit être bousculé. Donc, c'est toujours, on vous bouscule, on vous câline, on vous bouscule, on vous câline, mais on vous tient debout quand même. C'est ça qui est important. On vient découvrir des choses. Donc Glenn, tu me disais que tu voulais aussi interagir avec le public. Alors on va faire circuler un micro pour qui voudrait poser des questions. Monsieur Charial, à moi, si vous avez des questions. Charial, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a mes camarades de la technique qui ont un micro qui va circuler. Voilà. Parce que on peut manger aussi, on peut se nourrir de mets, mais on peut se nourrir aussi d'échanges, et je trouve que c'est toujours important. Moi j'ai dit, ça fait 10 ans que je suis à Beaumanière, j'ai discuté avec 220 000 personnes, je pense, depuis que je suis à Beaumanière, parce que je fais, avec Monsieur Charial, on fait chaque tour, chaque table, chaque service, et je me suis nourri. Et j'ai compris des choses. J'ai compris beaucoup de choses. Parce que autant on vous nourrit de mets, et ben, je me nourris de vos retours, comme ça, en live, sur le vif. Et moi, j'ai beaucoup grandi comme ça. Beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Une question du public au deuxième rang. Là-bas. Oui, monsieur Envers. Est-ce que vous pouvez vous lever, monsieur, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit? Bonjour. Est-ce que vous pouvez danser, monsieur? Non, je rigole. Vous avez dit qu'il y en avait toujours un qui gagnait entre le caviar et le petit pois. Alors, c'est qui gagne? Pour moi, c'est le petit pois. Malgré tout, on penserait que c'est... Ah oui. Ouais, bah, y a David, il y a Goliath. Pour moi, le petit pois, ouais, il est vraiment incroyable. Alors, ça paraît bizarre parce que c'est un plat qui a été pris un peu repris parce qu'il est facile. En fait, la cuisine, pour qu'elle soit émouvante, il n'y a pas besoin qu'elle soit technique. D'ailleurs, je ne suis pas chez technique. Je suis un conteur. On raconte des histoires. Et moi, il faut qu'elle raconte des histoires. Et cette histoire, ce petit pois caviar, c'est leur rencontre avec Monsieur Charial et Beaumanière. Et c'est pour ça qu'elle est belle, cette histoire. Et ce plat n'est pas un plat technique. Il n'y a rien de technique dans tout ça. Donc, il est facile à refaire. Sauf qu'en vérité, les petits pois qu'on a, ben, personne ne les a, en fait. Personne ne les a. Ça paraît bête, hein. Allez le manger le matin, quand vous sortez. Il faut déguster le matin pour comprendre bien les choses. Allez manger un petit pois après une bonne nuit. Allez manger un petit pois dans la serre, en plein champ. Vous allez dire, c'est fou, ce petit pois. Le petit pois est dingue. Vraiment. Donc, quand le produit est plus fort que le cuisinier, pourquoi j'aurais besoin d'y faire quelque chose? C'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est aussi ça, la sagesse. Hein. C'est pas toujours être en démonstration. Il y a un plat que j'assumais pas beaucoup quand j'arrivais à Beaumanière, c'était le gratin gigot.
que M. Charial faisait, et j'étais pas trop chaud pour le faire. Parce que gratin gigot, et il y a encore des clients qui me disent gratin gigot, on a 3 étoiles, on peut voir effectivement un gratin gigot, on peut apprécier un pagnol plus qu'un kubrick, peu importe. En vérité, l'émotion est très personnelle, c'est pas très grave. Mais au final, pour me convaincre que ça pouvait être là, aujourd'hui, à Beaumanière, en 2024, qu'est-ce qu'on va retenir de Robuchon? La purée. Une purée de pommes de terre. Le gars a fait 3000 recettes dans sa vie. Une purée de beurre à la pomme de terre. Ouais, mais une purée de pommes de terre. C'est-à-dire que ce qui va animer l'image de Robuchon pendant encore très longtemps, eh ben, ça sera la purée de pommes de terre. C'est sûr. Et comme quoi, c'est des plats difficiles finalement parce qu'il est comparable à mes souvenirs. Il faut battre une grand-mère là. Pas facile de battre une grand-mère dans une assiette. Donc c'est un plat très compliqué quand on mélange tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de comparaison à avoir, il n'y en a pas. Quand on fait un gratin gigot, c'est une vraie prise de risque. Donc il faut qu'il soit au top. Et j'espère que c'est ce qu'on fait. Hein. Donc, mais beaucoup de gens, heureusement, comprennent cette philosophie de ce plat généreux, de coupe en salle, avec ce petit gratin. Moi, je pense que ça suffit à apporter beaucoup de plaisir. Monsieur Charial, le gratin gigot c'est mon de grand-père Glenn, qui faisait vous validez? Ah oui, je valide. Et moi, je suis content, si vous voulez, parce que je l'aime, ce gigot. Et puis, c'est aussi un ancrage, c'est un peu l'ADN de la maison. Hein, ça existe depuis 60 ans. Et c'est une cuisine différente. C'est-à-dire que quand vous mangez un gigot, vous mangez une première tranche de gigot, une deuxième tranche de gigot, une troisième tranche de gigot. Et ça vient doucement, et c'est pas du tout pareil que de manger des petites bouchées. Et c'est un style de cuisine différent. Et le fait qu'on puisse le garder à la carte, enfin dans les menus de Lousteau, pour moi c'est très important parce que c'est l'ADN de la maison. Il y a des gens qui viennent pour ça, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'autoroute à Avignon Sud, ils disent on va manger un gigot à Beaumanière. Donc voilà, c'est comme la crêpe aussi. Ouais, c'est le fil conducteur en fait. C'est ce qui relie le passé au présent. Et certainement au futur aussi. D'ailleurs, ce gigot qui était piqué à l'ail et à l'anchois, quand je suis arrivé, je l'ai extrait, moi. J'ai dit, bah, si on y va, autant le faire pur, parce que ce gigot de lait, il mérite rien d'autre que d'être lui-même. Et donc, on a extrait tout ça. Donc, je l'ai même allégé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai compris ce que c'était que la cuisine. La cuisine, encore une fois, on n'est pas obligé de mettre des choses dans des Ça peut marcher par soustraction, la cuisine. Mais bien sûr, mais ça marche, surtout par soustraction. Ok, question suivante dans le public. Je ne sais pas où est le micro. Levez-vous pour la poser, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Une petite question, vous avez parlé de style tout à l'heure. Est-ce que vous avez une approche différente pour la carte légumes, enfin le menu légumes, pardon, et le menu classique? Non, même trame. Okay. Même amusement, même délire, même folie, tout en gardant le produit, mais tout en étant différent. C'est-à-dire que même quand j'ai une bonne idée, je veux regarder. Alors, je me suis interdit de regarder toutes les émissions, de bouquiner avant d'avoir 3 étoiles Michelin. C'est-à-dire que j'allais même pas chez mes confrères. Tu veux dire, tu regardes même pas Top Chef? Je regardais même pas Top Chef. Et parce que ce qui est important, avant de savoir qui sont les autres, c'est de savoir qui on est nous. Et quand on s'est trouvé, éventuellement, on peut aller voir les autres, parce que de toute façon, notre chemin il est tracé, et on va continuer à le suivre. Et donc, je fais les choses avec le même engouement. Et quand on a une bonne idée, là, je vais sur Internet, je regarde si c'est fait. Et je la valide que si c'est pas fait. Si c'est fait, on passe à autre chose. On fait différent. Et on est différent dans quelque chose de toujours presque universel. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'aller chercher des souvenirs. Alors, les souvenirs, ils sont différents les uns des autres. Sudistes, nordistes, américains, japonais. Évidemment qu'on n'aura pas le même engouement sur tel ou tel produit. Ce qui est important, en tout cas, quand on vient nous voir, nous, c'est de raconter qui on est. Et peut-être que l'histoire, elle n'est pas bien entendue, mais c'est pas grave. En vérité, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je dis toujours, si vous cherchez du Star Wars, chez nous, on fait du pagnol. Voilà. Et donc on fait une cuisine qui n'est jamais démonstrative, en tout cas pas au visuel, toujours très sobre, très lisible. Et c'est là où on met des petites gifs d'amour. C'est parce que si finalement c'est pas attendu, on n'en dit pas trop. Et d'ailleurs, même dans nos appellations, j'ai arrêté les appellations depuis maintenant, pratiquement depuis le début que j'arrive à Beaumanière. Si tu fais du pagnol, il y a un dessert qui devrait s'appeler le gâteau de mon père, peut-être. Mais pourquoi pas hein? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais là j'ai vu Aline tout à l'heure faire le bouchon. Ma femme est réunionnaise. Ouais. Mais je pourrais faire un bouchon un jour hommage à ma femme. Et voilà, je raconte. Et pourquoi? Parce que ma femme est réunionnaise, j'ai mangé des bouchons en quantité astronomique. Et pourquoi je ne ferais pas un hommage à ma femme? Ça fait partie de moi. Je me raconte dans les assiettes, c'est pas un mensonge. Donc voilà, je raconte des histoires comme ça. Et je crois que quand les histoires, elles viennent de nous, elles sont bien racontées. Et si elles sont bien racontées, elles sont bien entendues. Le style, finalement, c'est une manière singulière de raconter les choses. Oui, bien sûr. C'est l'expression de avoir des visions communes. Hein. Mais c'est vrai que par exemple, les appellations, on met des appellations sur table, il n'y a plus de cartes. Et on met des appellations et je dirais que l'appellation n'est pas prémâchée. C'est-à-dire que par exemple, ça s'appelle le combat des titans,
Ça s'appelle un bigorneau très très aimable. Ça s'appelle dans le ventre d'un kalala. En fait, même l'appellation permet aux gens de se nourrir. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à manger le plat, vous cogitez. Il y a un horizon d'attente, il y a une promesse, il y a un récit qui promet quelque chose. Il faut qui garder les gens stimule quelque éveillés. chose. Il faut garder les gens éveillés Ouais. parce qu'un gastronomique, Excite pour beaucoup de gens, l'imaginaire. ça peut être ennuyeux. Il ne faut pas que ce soit ennuyeux, il faut que ce soit joyeux. Bien sûr. C'est très joyeux à Beaumanière. C'est très joyeux à Beaumanière. D'ailleurs, Absolument. courez-y. Bien sûr, c'est important, mais c'est important de maintenir. Il faut créer des séquences, il faut qu'il y ait du rythme. On n'est pas au restaurant, on n'est pas venu là pour s'ennuyer non plus. C'est-à-dire, au restaurant, quand même. Souvent, les gens s'agit ont peur passer un bon moment. dans les grands restaurants de s'ennuyer. Ouais. Et à chaque fois, ils me disent, ici c'est extraordinaire, il y a une atmosphère, une ambiance, c'est une maison de famille, voilà, il y a quelque chose de différent. Ouais. Super. C'est joyeux, faut s'amuser au restaurant, faut pas. Certains ont peur de venir aussi. C'est 3 étoiles, c'est la première fois, etc. Et puis à la fin du repas, on s'est senti tout de suite bien. C'est magnifique, on est des aubergistes, c'est une maison de famille. On veut apporter un style différent à l'accueil et dans notre cuisine aussi, quoi. C'est pas une cuisine bling bling. Voilà, c'est une cuisine de poésie, d'histoire. Question suivante. Vous avez là-bas, non? Ouais. Bon, ben voilà. Au fond. Ça fait des timides. D'où vient, Pardon. Ouais, pouvez-vous. Bonjour. Ouais. Bonjour. d'où vient l'idée du menu légumes en 87, à cette époque-là? J'avais fait un voyage en Inde. J'avais été invité par la chaîne Taj avec trois gros, enfin la Meloise, un certain nombre de chefs, pour donner des idées aux chefs indiens qui cherchaient une espèce de nouvelle cuisine indienne. La cuisine indienne, vous savez, elle est toujours très très cuite, très mijotée, et nous avaient demandé si on pouvait apporter des idées aux chefs des hôtels Taj. Et à la suite, au cours de ce voyage, j'ai fait des repas sans viande et sans poisson, et ça m'était jamais arrivé. Et c'était une révélation, parce que moi j'ai une éducation assez bourgeoise, moi je mangeais de la viande à l'époque pratiquement tous les jours, et c'était la première fois de ma vie. J'avais déjà un potager qui était bio, et aussi avec des très beaux légumes et déjà des petits pois, parce que les petits pois dont on parle, c'est pas d'aujourd'hui qu'on les cultive. Et donc j'avais à ma disposition ces beaux légumes. Et le troisième élément, c'est je commençais à avoir des clients, notamment Linda McCartney, la femme de Paul, qui était végétarienne. McCartney, parce qu'il appelle par son prénom, mais Paul McCartney quand même. Linda McCartney, ouais, vous l'avez dit, Oui, La femme de Paul. la femme de Paul. La femme de Polo. Il venait très très souvent à Beaumanière. Ouais. Et elle a écrit un livre de cuisine végétarienne d'ailleurs, dont j'avais fait le lancement. Et elle me demandait comme ça, est-ce que vous pouvez pas me faire une salade de langoustine sans langoustine? Est-ce que vous pouvez pas me faire, etc. Et donc j'ai commencé à réfléchir à des plats qui soient pensés légumes. Voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré en 87, à 37 ans. Je dois dire qu'à l'époque, j'étais pas très très suivi. D'ailleurs, pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours une histoire, on l'a rebaptisé 1987. Parce que quand les gens venaient nous voir au restaurant, quand on faisait le tour de table, ah, vous faites comme Alain Passard, vous faites un menu légumes. Ouais, Et je l'ai entendu avant 1000 fois. Passard. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, il faut remettre quand même l'église au centre du village, avec peut-être prétention, mais surtout beaucoup de fierté, parce que l'idée vient pas de moi. Donc je peux la défendre avec plus de vigueur. Ouais. Et donc on l'a rebaptisé 1987. Donc Charles était quand même le premier. C'est important aussi des fois de dire les choses, et donc on l'a signifié sûr. à travers une appellation. Très avant-gardiste, ouais. Oui, c'était avant-gardiste. Oui. Et effectivement, dans ce repas en Inde, il vient que la viande et le poisson vous ont absolument pas manqué dans le repas. Non, pas- Et ça, ça c'est n'a pas vraiment man- une découverte quand on. Oui, mais c'est culturel. Bien sûr. Les gens avaient peur de. Oui, les normes de la sortir. cuisine bourgeoise française impliquent de la protéine carnée, voilà, Absolument. animale. Ouais. Voilà, et s'il n'y a pas de viande, ils ont peur de sortir de table mort de faim. C'est ça, ouais. Donc, Surtout dans les années 80. Bah, bien sûr. Vous venez manger des turbos comme ça, du Ouais, caviar à la louche, on était dans l'opulence. Ouais. Aujourd'hui, ça c'est un peu. Voilà, il y a beaucoup de gens, je sais pas, ça représente 20% de nos ventes, le menu légumes aujourd'hui. oui, un peu près. Et les gens partent avec le sourire, même des messieurs, parce Parce que c'est plus surprenant. Oui, et puis nous, enfin, c'est pas le moment de dire ça, mais c'est plus une pensée assez féminine. C'est-à-dire que nous, les hommes, on sort encore de la grotte avec l'os dans la bouche et on se tape sur le torse. Donc on a du mal à se dire qu'on va se passer de viande ou de poisson. Mais par contre, quand ils y vont, en général, ils disent super, on a manqué de rien. C'est ça qui est incroyable. Ouais, bien sûr. Et d'où la différentielle encore l'attente, la perception de quelque chose et ce qu'on a réellement. Du coup, ça crée des surprises. Et en général, les gens sont ravis. Enfin, j'espère. En tout cas, on met autant d'attention dans le menu légumes que dans le menu balade. Ça, c'est important.
Question suivante. Dernière question et ensuite on conclut parce qu'il faut qu'on ferme boutique. Ah, bah On voilà. va être coincé dans le parc floral. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Du coup, dernière question, un peu de pression pour moi. Moi, en fait, je travaille au Clarence. Je suis maître d'hôtel au Clarence avec Christophe Pelé. Ouais. Et je vois que vous, notamment, vous êtes quand même un chef assez médiatique. J'avais cette question qui me tarabiscotait un peu. Je me dis, mais est-ce que vous vous retrouvez dans ce truc-là? Est-ce que vous êtes toujours vraiment un chef, malgré tout ce que vous pouvez faire en dehors? Ou est-ce que vous êtes un mec de la cuisine, quoi? Est-ce que chef, c'est plus qu'autre chose qu'un mec de la cuisine? Est-ce que ça, pour vous, Ah bah qu'est-ce non, que ça mais vous non, évoque? je suis une star maintenant. Franchement, maintenant, je peux pas sortir dehors tranquille. C'est moi qui fais. On sait. Merci. Pardon Glenn, pardon pour ce message. Tant que je t'en- Moi, je suis encore un chef qui fait toutes ses recettes. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui crée pour moi. C'est-à-dire que même quelque chose qui serait pas créé de ma tête, ça m'embête. Donc, quand moi, je mets mon nom sur une carte, c'est que c'est moi qui ai fait les recettes. Et donc, Top Chef, en vérité, me prend, 13 jours par an. C'est-à-dire que moi, je suis 90% du temps à Beaumanière. Vous me trouvez le matin à faire des essais, à cogiter, la nuit, tout le temps. Donc, je suis bien évidemment chef. Top Chef m'a permis de sortir. J'étais le gars dans la grotte. Et ça m'a permis d'aller à la rencontre des gens, parce que j'avais 3 étoiles. Pour la petite histoire, on est venu me charger avant pour Top Chef. J'ai dit non, d'abord la 3e étoile. Et une fois que j'ai la 3e étoile, ils sont venus me revoir et dit ok, on peut y aller. Je dis bingo, on y va maintenant. Mais parce que j'avais ce besoin d'ouverture aux autres. Je m'étais à peu près trouvé, mon chemin était un peu tracé, même si de temps en temps on peut prendre la mauvaise orientation, je sais que je vais revenir sur mes pas. Mais je suis un amoureux de la cuisine, je suis amoureux de la philosophie, je suis amoureux de la poésie, etc. Donc, ouais, je crée tous mes plats et je raconte mes histoires dans mes assiettes. Voilà, à travers une équipe, bien entendu. J'ai un super chef, Loël, qui travaille avec moi depuis 20 ans. J'ai un de mes sous-chefs, c'était mon adjoint. C'était mon chef quand j'étais apprenti. Il nous a rejoints. Voilà, donc on a une équipe très soudée. On est nombreux parce que maintenant au restaurant, il faut le dire, on est 75. Donc peu de restaurants où on est aussi nombreux à pouvoir faire ce qu'on fait. Et on a une cuisine, c'est un avion de chasse. Comment? On est 38 en cuisine. Ouais, 38 en cuisine. un peu plus que ça, monsieur Charal, je pense que... Même c'est moi qui les paye. Ouais, mais je pense qu'il en a Bien, oublié. Hein. bien. C'est vrai. C'est vrai que Sur c'est lui qui ces les belles paye. paroles de masse salariale, on va conclure cette première journée. On est Merci. combien au total? 75? Bon, la finalité, c'est quoi, 75? Avec la salle. Bon, on va aller revoir les livres de compte. Merci beaucoup Glenn. Merci. Merci Monsieur Charial. Merci. Merci à vous pour cette première journée. Je vous dis à demain dès 10h30. Passez une bonne soirée.